T'as de beaux yeux, tu sais. Bonjour et bienvenue encore une fois au Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, je vais parler d'un chapeau parmi les chapeaux, fermement ancré dans l'imagination populaire, le légendaire fedora. Le fedora, parfois aussi appelé borsalino dans les pays francophones, d'après le célèbre fabricant italien, est un chapeau de feutre souple, avec une fente sur la calotte et un rebord large, généralement orné d'un ruban. L'icône d'une ère, ce chapeau était porté par les détectives et les rudes brutes du film noir, les gangsters de l'entre-guerre, particulièrement en Amérique, ainsi que les policiers qui les pourchassaient, par les hommes d'affaires, les crooners et bien sûr les courageux aventuriers. Un symbole de l'élégance masculine, sans compter une protection pratique contre les éléments, il coiffa les hommes de tous les bords des années 20 aux années 60, et reste un élément indétrônable du style masculin. Il y a donc un peu d'ironie dans le fait que cette coiffe doit son succès à une femme. Des chapeaux de feutre souples à rebord existaient depuis longtemps en Europe, surtout dans les régions montagneuses, où ils protégeaient les bergers du soleil et de la pluie, tout en étant faciles à ranger. De ce type de chapeau descendit le chapeau tyrolien, encore connu aujourd'hui. Mais dans les villes, les hommes et les femmes de style avaient plutôt tendance à porter des chapeaux rigides, ou très larges et décorés, respectivement. En 1882, une pièce de théâtre de l'auteur Victorien Sardou ouvrit et fit sensation. La pièce, nommée Fedora, était écrite pour la célèbre actrice Sarah Bernhardt, qui était connue pour avoir un style provocateur pour l'époque, avec des inspirations masculines. Jouant le rôle principal de la princesse Fedora Romazov, Fedora étant la prononciation française du nom Fyodora, une variation russe du nom Théodora, elle porta un chapeau de feutre mou avec un profond pli dans la calotte. Aucun témoignage ne survit de ce à quoi ressemblait exactement ce chapeau, mais il est peu probable qu'il ait ressemblé à un fedora actuel. Néanmoins, ce chapeau eut un franc succès avec beaucoup de spectatrices. À une époque où commençait un fort mouvement des droits des femmes, beaucoup virent ce type de chapeau comme un élément libérateur des volumineuses coiffes formelles de l'époque, et son allure légèrement masculine comme une marque de pouvoir. Beaucoup de femmes de ces mouvements adoptèrent des chapeaux de feutre mou, qu'elles nommèrent de type fedora d'après la pièce. Lorsque l'œuvre arriva à New York en 1883, elle était déjà très connue grâce à son succès à Paris, ainsi que son impact sur le style. Anticipant sa première représentation le 1er octobre, et voulant capitaliser dessus, le chapelier Knox, une boutique célèbre, commença à commercialiser un nouveau chapeau de feutre, basé selon eux sur le style alpin dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'ils nommèrent le chapeau fedora. Il ne ressemblait lui non plus pas beaucoup au chapeau actuel, avec un rebord retourné et une apparence plus comme un Homburg pincé. D'ailleurs, à l'origine, le terme fedora avait plutôt tendance à faire référence à n'importe quel chapeau de ville en feutre mou, contrastant avec les chapeaux rigides de l'époque, tels que le melon, le haut de forme ou le canotier dont j'ai déjà parlé. Ce chapeau devint très vite populaire et fut imité par d'autres chapeliers en Amérique et en Europe, dont particulièrement l'italien Borsalino. Malgré cela, au début du XXe siècle, ces chapeaux étaient encore vus comme informels, et le chapeau melon était encore le couvre-chef de choix pour les hommes respectables, avec les larges chapeaux très décorés pour les femmes. Les chapeaux mous étaient vus comme quelque chose pour le divertissement, les ouvriers agricoles, ou pour les femmes, pour les provocatrices, celles qui voulaient changer la mode, ou décrites péjorativement, comme c'est souvent le cas quand les hommes n'approuvent pas, à la morale faible, ou des féministes qui voulaient projeter une image de puissance masculine. Le fedora resta une coiffe assez unisexe pendant la majorité du début du XXe siècle. Même après la Première Guerre mondiale, avec la croissance de la popularité des chapeaux mous, il n'était pas vu comme un attribut purement masculin. Néanmoins, il connut un franc succès auprès des soldats revenant des tranchées. Lassés de l'uniformité militaire, ils voulaient créer une apparence plus personnelle que le rigide chapeau melon noir ne permettait pas. Ils adoptèrent le flexible fedora, dont ils pouvaient ajuster les plis de la calotte ou l'angle du bord selon leur goût, et qui pouvait être penché de façon à donner un air mystérieux. Du côté des femmes, les suffragettes et les fans de jazz aimaient ces chapeaux mous, qui commençaient à fortement se différencier de leur équivalent masculin, et qui étaient plus pratiques pour la nouvelle femme active, avec des chapeaux de forme de cloche ou franchement penchés. Il gagna vraiment ses lettres de noblesse auprès de la bonne société, et une place en tant qu'élément indispensable de la garde-robe masculine, lors des années 20, particulièrement lorsque le prince Édouard, futur roi Édouard VIII du Royaume-Uni, commença à le porter. À ce stade,
ils avaient en gros adopté la forme avec laquelle on est familier. Un chapeau devant pincé, avec un bord relevé à l'arrière et baissé à l'avant pour protéger les yeux. Cette coiffe pratique était adaptée au nouveau monde des années folles. Pliable sans l'abîmer, il pouvait être emmené en voyage plus facilement et était moins haut pour être confortable dans les automobiles ou les bus qui se répandaient. Avec plus de gens qui sortaient le soir, il ne devait plus nécessairement être consigné, et sa résistance aux éléments permettait de protéger les piétons de la pluie ou du soleil. Son âge d'or fut les années 20 et 30, particulièrement en Amérique, où la prohibition, l'interdiction légale de consommer de l'alcool, battait son plein. Les gangsters, soucieux de leur image de marque, en étaient souvent coiffés, ainsi que les détectives qui les poursuivaient, voulant marquer leur autorité à une époque où tout homme respectable devait être coiffé, sans pour autant sacrifier le côté pratique, car ils étaient souvent amenés à courir après les suspects ou à voyager en voiture. De même, en Europe, le fedora remplaça le chapeau melon, qui fut relégué aux professions plus conservatrices, comme les banquiers ou les avocats, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo. Le fedora fut vraiment gravé dans les esprits, et sa popularité prolongée, par les films d'Hollywood de la fin des années 30. Beaucoup se déroulaient dans la décennie précédente, pendant la Prohibition, et toutes les stars dans ces films en étaient affublées. Autant à l'époque que maintenant, les gens voulaient imiter leurs idoles, et tous les hommes voulaient ressembler à Bogart. Cette popularité continua tout au long des années 40, pendant et après la guerre. Cependant, le chapeau ne resta pas statique, prenant une forme plus petite avec un bord plus étroit, comme on le voit sur le célèbre crooner Frank Sinatra. Malgré cela, son déclin était inévitable. Un style plus décontracté commença à émerger, et sortir tête nue devenait plus acceptable. La démocratisation des voitures parmi les nouvelles classes moyennes rendait moins nécessaire de se protéger de la pluie, le rendant moins indispensable. Dans les années 60, les chapeaux en général avaient disparu, parmi eux le fedora. Dédaigné dans les années 60 et 70 par une génération contre-culturelle de hippies et de 68ards, le fedora revint dans les années 80 sur une vague de nostalgie, avec par exemple au début le duo des Blues Brothers qui en firent un élément clé de leur tenue. Mais au milieu des années 80, un personnage vint qui associa définitivement ce chapeau à l'aventure, et parfois l'archéologie, Indiana Jones. Le fait que Jones en porte un n'est pas illogique en soi, les films se déroulant dans les années 30, à une époque où le fedora était un élément courant des tenues masculines. Mais les réalisateurs Lucas et Spielberg voulaient lui donner une silhouette instantanément reconnaissable, et en le coiffant du haut fedora, ils ont réussi, gravant le chapeau dans les esprits d'une nouvelle génération. Depuis les années 80, le fedora est devenu une manière pour les hommes de se démarquer, un accessoire pour donner à leur look un peu de zèle. Un très célèbre porteur est le chanteur Michael Jackson. D'autres célébrités plus récentes, telles que Johnny Depp ou Bruno Mars, en sont également amateurs. Il devint également, dans les années 2010, une marque de certains hommes peu recommandables sur Internet, souvent misogynes, qui s'en servaient pour essayer de projeter une image de classe, ce qui nuit à sa réputation. Cependant, ces hommes portent souvent un trilby, un chapeau apparenté mais plus petit. De plus, le fedora est un chapeau semi-formel, qui est plus approprié avec un costume, à la place des t-shirts que ces hommes portent. Malgré cette tache sur son histoire, il était aussi porté par des acteurs dans les séries comme Mad Men, qui se déroulent dans le passé et qui lui redonnèrent une image rétro. Le personnage de Neil Caffrey dans la série White Collar le décrit comme son humble assaut sur la conformité. Porté correctement, avec une tenue élégante, le fedora peut être un accessoire qui complémente un costume et qui offre une protection contre la pluie qui ne semble pas exister dans les tenues formelles actuelles. Revenant et passant de mode depuis un demi-siècle, parfois célébré, parfois rejeté, le fedora est l'un des chapeaux les plus reconnaissables de notre société. Et grâce à son côté pratique, son style et son adaptabilité, refuse de disparaître à jamais. J'espère encore une fois que vous avez trouvé tout ceci intéressant et que vous me rejoindrez de nouveau pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.